Mes mots seront rapides parce que la journée a été dense. C'est jamais un exercice d'ailleurs très, très simple de synthétiser autant de richesses en débat et en propos. D'abord, ou enfin, encore des remerciements. Des remerciements à nos amis québécois espagnols, à vous tous, participants, et puis aussi au service du numérique, à Arnaud, à son équipe, qui avec un engagement et un enthousiasme qui font plaisir, une fois de plus, a montré, je dirais, le professionnalisme de cette équipe pour monter ce genre d'événement. C'est pas simple quand même de s'adresser à la communauté numérique et de le faire finalement en transparence. Et puis, avec toute la communauté du ministère derrière, j'y associe aussi les professions qui nous font à chaque fois l'amitié de leur présence. Alors, c'est la fin du troisième Vendôme Tech, ce qui veut dire qu'il y aura un quatrième l'année prochaine. Le premier Vendôme Tech, c'était en novembre 2018 déjà, ou novembre 2017, excusez-moi, les fondations. Et je me souviens d'ailleurs de la remise de rapports. On était encore en chantier, c'était les chantiers de la justice, et avec des débats d'ailleurs de très haut niveau. Je me souviens du premier président, Canivet, qui était venu parler de toutes les questions de principe que pose le numérique. Le Vendôme Tech 2, qui était au Forum des Halles, avait finalement présenté déjà les projets, mais c'était encore le cadrage des projets, et c'était finalement le Vendôme Tech de la feuille de route. On était venu un peu s'engager, la tête sur le billot, en disant, ben voilà, notre engagement, et on espère vous revoir l'année prochaine, c'est donc maintenant, avec des résultats. Et nous sommes donc dans ce Vendôme Tech 3, finalement, dans le Vendôme Tech de l'éclosion, de la concrétisation, ou du début de la concrétisation, mais aussi de l'ambition, parce qu'on voit bien qu'on est au tout début du chemin, et que c'est comme en amour, il faut des actes, il faut des preuves, et ces réalisations concrètes, je pense, crédibilisent complètement l'ambition partagée, l'ambition qui est la nôtre. Alors, pour conclure, je dirais quatre choses. D'abord, et ça m'a vraiment frappé ce matin, même si on vit au quotidien, nous, avec ce sujet, mais c'est bien justement parce que ce genre d'événement nous oblige à prendre aussi un peu de hauteur et de distance, parce que quand on veut parler aux autres, il faut qu'on ait les idées claires. Et le premier point, c'est que je trouve que notre transformation n'est vraiment pas égocentrée. Elle n'est pas égocentrée, la garde des Sceaux d'ailleurs a évoqué le casier judiciaire, c'est-à-dire le B3 en ligne, comme on dit. Elle a évoqué également Comedec, le système d'information de l'aide juridictionnelle, l'agence du TIGE, procédure pénale numérique. Cet après-midi, on a écouté les professions. Le point commun entre tout ça, c'est qu'au cœur, il y a le justiciable et nos partenaires. Et le numérique est vu d'abord comme un levier de transformation, d'amélioration du service au justiciable et de structuration, de meilleure organisation de la relation avec nos partenaires. Et c'est nouveau parce que jusqu'à une date finalement assez récente, quand on parlait d'informatique au ministère de la Justice, eh bien, nous étions quand même essentiellement sur nous-mêmes, sur nos questions internes. Ça ne veut pas dire que cette dimension, qui est aussi au cœur de la transformation, celle de nos organisations métiers, celle des conditions de vie de nos agents, n'est pas au centre de la transformation, mais on voit bien qu'on a changé de paradigme et que nous ne sommes plus seulement dans des projets de gestion et d'administration, mais bien dans des projets qui nous repositionnent par rapport à tout un écosystème complexe, puisque par définition la justice se situe au carrefour de la vie sociale, de la vie citoyenne, mais aussi de professions importantes et qui pour certaines sont indépendantes. Cette dynamique, on l'a vu, s'inscrit pleinement dans la transformation portée par l'État. C'est une véritable politique publique et la présence du directeur interministériel ou du délégué interministériel, plus exactement du numérique, en a été la preuve. Simplification, accessibilité sont les mots-clés du plan de transformation numérique. Ce sont aussi, la ministre l'a rappelé, les mots-clés de la loi de programmation de la justice. Tout ceci est un projet évidemment cohérent. Deuxième idée, notre transformation s'inscrit dans le temps. Dans le temps, ça veut dire d'abord dans le temps court, parce que, je l'ai dit en commençant, nous devons donner des preuves. Et nous savons que la commande politique est exigeante, mais elle n'est pas seulement exigeante par rapport à la cible, elle est aussi exigeante par rapport à notre capacité à délivrer, à donner des résultats visibles, tangibles, sans attendre,
un effet tunnel, sans attendre un tunnel qui durerait des années. Et on sait bien d'ailleurs aujourd'hui que nous ne serions pas crédibles si nous arrivions avec une feuille de route de 10 ou 15 ans où il n'y aurait pas, à un moment, une traduction concrète des moyens qui sont engagés et qui sont investis. Et en même temps, eh bien, nous nous inscrivons dans un temps long. Ça a été dit clairement et nous sommes heureux de partager finalement la même approche par nos amis québécois et nos amis espagnols. Le plan de transformation numérique espagnol a commencé en 1997. Et Patrick nous rappelait que vous avez eu quelques déboires à un moment par un plan qui, justement, a été peut-être trop ambitieux dans les calendriers et qui, d'une certaine manière, n'a pas donné les résultats attendus parce que, justement, il n'y avait pas eu assez de sécurisation des trajectoires. Et donc, il faut accepter aussi cette patience. C'est notre rôle, à nous, d'être toujours dans la recherche de ce compromis entre donner, d'une certaine manière, à la commande politique légitime qui a besoin de résultats, et aussi sécuriser des trajectoires dans le moyen et dans le long terme, de manière à ce que nous ne soyons pas seulement dans un exercice d'affichage ou dans un exercice de service qui ne serait qu'artificiel, parce que ces services ne seraient pas fondés sur une transformation profonde des organisations. Et c'est justement parce que, ça a été dit à plusieurs reprises, nous sommes non pas dans une transformation technologique seulement, mais dans une transformation des métiers, dans une transformation des organisations. J'ai même entendu de la part de notre collègue espagnol, je n'aurais pas osé l'expression, dans une transformation des êtres. Je pense que c'est une image, mais c'est pour dire qu'effectivement, on est dans l'identité presque de nos métiers, que, évidemment, ça ne peut pas se faire seulement en 6 mois, en 8 mois, et que nous sommes évidemment sur une longue route qui doit être accompagnée avec des efforts très importants de conduite du changement, bien sûr, de formation, mais aussi d'adaptation managériale. Troisième idée, notre transformation s'inscrit dans les contraintes de notre époque. Les contraintes de notre époque, c'est une très forte pression d'abord en termes, je dirais, de marché. Nous avons des nouveaux acteurs en face de nous, nous les découvrons, disons-le franchement, au niveau de l'État, je pense en particulier à tout ce secteur privé que nous n'avons pas forcément, en particulier, moi je suis magistrat dans la vraie vie, l'habitude, je pense au legal tech, et peut-être que nous avons parfois des réflexes de protection, d'inquiétude par rapport à un monde que nous connaissons, que nous voyons, mais dont on ne comprend pas forcément spontanément où se trouve sa place dans la complémentarité avec la puissance publique. Et on voit bien que de Vendôme Tech en Vendôme Tech, je ne dis pas que nous avons aujourd'hui une relation, ou plus exactement une réflexion totalement mature sur le sujet, mais je pense qu'on a dépassé déjà un cap ou un stade qui est celui, on va dire, de la peur. Et donc maintenant, il faudra sans doute que nous trouvions les moyens de travailler avec tout ce secteur émergent et dont on comprend évidemment que nous ne pourrons pas faire sans, parce que, et ça a été d'ailleurs dit avec beaucoup, je trouve, de sympathie, avec des termes qui ont fait sourire, parfois même rire. Oui, le lapin est mort, mais il y a, ou j'allais dire, le lapin est mort et vive les lapins, d'après ce que j'ai compris. Et effectivement, nous devons aussi réfléchir à tout ça et à cette pression. Et puis cette pression, c'est quoi? C'est aussi un secteur extrêmement tendu en termes de ressources, des ressources rares, des ressources critiques. Patrick nous disait 3 à 5% de chômage au Québec, des difficultés de recrutement parce qu'un marché est extrêmement tendu. Hélas, nous avons plus de chômage en France, mais pour autant, ce secteur n'en connaît pas. Et effectivement, nous avons ces difficultés de gestion, d'une certaine manière, de nos ressources, parce que nous sommes justement dans ce monde globalisé où il y a une très forte prégnance des intérêts économiques. Et donc, nous faisons partie aussi, au fond, de ce marché. Quatrième, dernière idée, notre transformation, c'est la révolution de la donnée. C'est la révolution de la donnée, ça avait été d'ailleurs déjà très pointé lors du dernier Vendôme Tech. La donnée, c'est évidemment une valeur. C'est une valeur décisionnelle, c'est une valeur régalienne, c'est une valeur économique. Il faut en faire profiter le maximum. C'est la diffusion vers le public, mais il faut aussi savoir la protéger par rapport à nos secrets, la protéger par rapport aux libertés, la protéger tout court. Il y a le RGPD, évidemment. Et puis, il faut aussi, sans doute, nous mettre
en tête qu'au cœur de la donnée, il y a finalement des questions de gouvernance et que, au fond, il faut aussi respecter l'identité de chaque, finalement, ce que j'appellerais moi l'identité de chaque culture. J'étais intéressé ce matin d'entendre, par exemple, l'Espagne nous dire, eh bien chez nous, vous voyez, les questions numériques, cela relève du Conseil général supérieur de la justice. Vous voyez. Au Québec, vous avez une autre approche, et d'ailleurs, vous avez une société d'information juridique qui est une société d'État, détenue, je crois, à 100% d'ailleurs par l'État québécois. C'est un autre modèle. Et nous, en France, évidemment, ça n'échappera à personne. Nous sommes dans un modèle peut-être plus jacobin, au sens de l'étatisme, mais ça ne veut pas dire que pour autant, nous n'avons pas la nécessité aussi d'organiser ou de réfléchir à un modèle équilibré, parce que derrière, il y a aussi des questions d'indépendance qui se posent, la Cour de cassation, le Conseil d'État, et nous sommes en plein dans cette discussion, en particulier sur l'open data, mais pas seulement. Et on voit bien en tout cas que nous sommes très vite, finalement, sur des questions qui ne sont pas très loin d'ailleurs de la question institutionnelle, et je trouve que ce sujet est passionnant. Voilà ce que je pouvais dire très sommairement. Les ateliers, je crois, ont été à la fois ludiques et riches. J'ai participé personnellement à l'un d'entre eux sur le RGPD, et il y avait un quiz, et ça m'a rassuré sur le fait que je n'étais pas encore à 20 sur 20. Donc je vais pouvoir revenir au Vendôme Tech 4 pour repasser une épreuve. En tout cas, merci à tous. Et je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine. Peut-être que le prochain Vendôme Tech, puisque là nous sommes, je l'ai dit, au début de la concrétisation, eh bien ce sera le Vendôme Tech de la généralisation, le Vendôme Tech du déploiement, le Vendôme Tech de la globalisation. Et enfin, on pourra vérifier à l'échelle que nos projets fonctionnent. Et je n'en doute pas. Merci à tous et bon retour.